Wow de Bruno Podalides, avec notamment Karine Viard, Bruno Podalides, Sabine Azema et Eddie Mitchell. C'est l'histoire donc de deux agents immobiliers, donc joués par Karine Viard et Bruno Podalides. Pendant tout le film, ils vont essayer donc l'une de vendre un appartement et l'autre de vendre une maison à différents particuliers. Sachant que donc pour Karine Viard, l'appartement est complètement vide, elle va juste essayer de le vendre, mais à chaque fois, elle, on sent que en fait, elle en a marre de faire son métier et elle est pas du tout vendeuse. Et d'un autre côté, le gars qui va essayer de vendre la maison, dans lequel il y a des propriétaires qui sont encore chez eux, et lui qui va tout faire pour essayer de le vendre, mais lui sur le coup a beaucoup moins de facilité à vendre des trucs, en plus du fait que les propriétaires actuels sont plutôt réticents, notamment le mari, à vendre la maison. Le résumé du film c'est ça, et franchement, il y a rien d'intéressant, enfin je suis désolé. J'aime beaucoup l'acteur Bruno Podalides, et Karine Viard joue aussi très bien, mais y a rien d'intéressant dans le film, quoi. Enfin, c'est pas spécialement drôle, c'est pas spécialement, je sais pas moi, touchant, y a pas de réflexion, y a rien, c'est pas un drame. Vraiment, c'est un film qui raconte, voilà, de deux agents immobiliers qui galèrent à vendre leurs biens. Mais dedans, il y a absolument rien de fou, quoi. Ce film fait partie du genre de film que l'on oublie une semaine après, et que même j'aurais oublié d'avoir vu quelques années après. Je pensais qu'il y aurait eu des trucs sympas, que les dialogues auraient été vraiment marrants et tout ça, et en fait, non. Vraiment, peut-être que ça peut plaire aux agents immobiliers, peut-être qu'ils se reconnaîtront dans certains trucs, mais honnêtement, le film a pas grande valeur, quoi. The Flash de Andy Muschietti avec Ezra Miller, Sacha Callier, et notamment Michael Keaton et Michael Shannon. Ce film raconte l'histoire donc de Flash, qui se situe toujours dans l'univers de la Justice League, qui va décider de vouloir remonter le temps pour sauver ses parents. Sauf que bien sûr, Batman va lui déconseiller de faire ça parce que ça risque avec l'effet papillon, de foutre la merde. Bien sûr, il n'écoute pas, il va le faire. Et donc tout le film va se diriger sur ça, sur le fait qu'il va remonter le passé, qu'il va réussir à sauver sa mère, et qu'en fait, bien sûr, en voulant retourner dans son présent, il va se rendre compte que la timeline a été changée, et que ça fout le bordel, et qu'il va avoir des failles au niveau même du multivers et tout ça. Et donc il va essayer de remettre tout ça en place. Vraiment, c'est décevant, hein. Je m'attendais vraiment à un film pas trop mal, et vraiment de déception, quoi. Enfin, déjà, le personnage de Flash, je suis pas fan. Voilà, le gamin complètement teubé, c'est assez fatigant. Surtout, ce qui est marrant, c'est qu'au début, ce personnage, c'était vraiment le petit ado teubé. Là, dans ce film, on a l'impression qu'il s'est un peu calmé, mais quand il retourne donc dans son univers parallèle où il se voit lui-même, t'as l'impression que son lui-même d'un autre univers, c'est pas du tout le même gars, il est encore plus teubé que lui. Après, les histoires de venir dans le passé, de changer les choses, du multivers et tout, c'est vraiment DC Comics, ils ont absolument aucune originalité. Ils ont fait un univers Marvel avec tous les super-héros. DC a voulu faire pareil de manière dégueulasse. Là, Marvel, ils sont sur le truc du multivers. DC Comics, ils veulent faire la même chose, c'est dégueulasse. Enfin bref, à un moment donné, il était temps que ça se finisse, parce que là, cette franchise va s'arrêter. Normalement, l'univers DC Comics va être rebooté, heureusement. Et puis les effets spéciaux. Enfin, là, je suis désolé, mais c'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, en termes d'effets spéciaux, par rapport à l'époque à laquelle je vis. Là, il y a des effets spéciaux, c'était d'aussi bonne qualité que des jeux vidéo, des cinématiques de jeux vidéo de PlayStation 3. Vraiment, c'était immonde. Il y a la scène où il sauve les bébés de l'immeuble, c'est de la 3D dégueulasse. Je veux dire, la scène, elle est gênante à regarder. On n'a aucune pression, on n'a rien, tellement c'est mal fait. Les scènes aussi où il y a la bataille avec les vaisseaux, c'est hyper dégueulasse. La cape de Supergirl, elle est immonde. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. Même les costumes sont dégueulasses. Enfin, vraiment, c'est affreux à regarder. Il y a aussi, oui, les personnages, quand il revient dans le passé, les personnages qui voient, c'est des acteurs, hein, c'est des vrais. Mais sauf qu'ils ont décidé, au lieu de mettre leur vraie tête, ils ont décidé de mettre de la 3D. C'est-à-dire que tu vois les acteurs en 3D, et c'est immonde. Donc, enfin, vraiment une catastrophe, quoi. Après, le fait qu'il y ait des caméos, des personnages qu'on voit, par exemple des anciens Batman, etc., moi, je trouve ça sympa, et puis c'est même logique, c'est cohérent dans le fait que ça soit d'autres univers, donc ça permet d'intégrer les autres univers des films Batman qu'il y a eu, donc en utilisant les anciens acteurs. Mais, enfin, oui, voilà, le film en soi, c'est pas intéressant, et surtout immonde à regarder visuellement. Donc ouais, franchement, c'est un film inutile, surtout qu'en plus, normalement, il y aura pas de suite à ça, donc vraiment, ça vaut pas le coup. Indiana Jones et le cadran de la destinée, de James Mangold avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Mads Mikkelsen. Ça raconte les suites de l'histoire de Indiana Jones, où cette fois-ci on apprend que durant la Seconde Guerre mondiale, lui et un ami avaient découvert un objet spécial qui permettrait de voyager dans le temps.
Et de retour à son époque, donc l'âge actuel d'Harrison Ford, il y a la petite fille de son ancien ami et collègue qui va se mettre en quête de chercher cet objet qui avait été divisé en deux. Et bien sûr, les méchants nazis donc de 45 qui cherchaient aussi cet objet, là, ils sont aussi, comme par hasard, à l'époque actuelle, en train de vouloir chercher le même objet. Et donc, ils vont tous se retrouver pour être les premiers à la recherche du deuxième morceau de cette relique. Alors déjà, j'avais pas envie de voir ce film. D'ailleurs, c'est un film du mois de juin et j'ai vu plein d'autres films de juillet en attendant. Mais bon, par la force des choses, je suis allé le voir. Alors, vu que je m'attendais à vraiment rien du tout et à plutôt quelque chose de décevant, j'ai été plutôt bien surpris, malgré que voilà, ça reste un film très bof, hein, où il n'y a rien d'exceptionnel dedans. C'est tout le temps le même style de film, le truc d'aventurier qui va chercher un trésor, qui va d'un endroit à l'autre. Les méchants, bien sûr, ont un GPS parce qu'ils retrouvent tout le temps les gentils quand ils vont d'un endroit à l'autre dans le monde. Il y a toujours des trucs gros, des films d'action. Là, le fait qu'Harrison Ford, ça soit un papy, qu'il arrive à dégommer au point des jeunes de 30 ans, enfin voilà, c'est ridicule. Bon, ça va, je pensais qu'on allait plus le voir dans des scènes d'action où il fait des trucs de malade, où il court et tout, mais non, ils ont quand même pas abusé. Mais bon, déjà, ce qu'il fait dans le film, c'est un peu abusé pour son âge. Et puis bon, les personnages secondaires sont pas hyper intéressants. Le méchant, je le trouve pas mal. Déjà, j'aime bien l'acteur, Mads Mikkelsen, mais je le trouve pas mal dans le sens où c'est pas un méchant caricatural, quoi. Genre, il a pas forcément envie de buter les gentils, et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver cet objet. Et même il laisse, alors qu'il a plusieurs fois l'occasion de tuer ses ennemis, il les laisse plutôt en vie, donc ça c'est pas mal. Et la fin, l'histoire donc du voyage dans le temps, dans la période où il se retrouve, c'est plutôt sympa je trouve. Mais enfin voilà, globalement rien d'exceptionnel dans ce film quoi. Donc j'espère, hein, je pense que c'est la fin d'Indiana Jones et j'espère que ça le sera parce que sinon ça sera vraiment trop ridicule. Et voilà, cette fois-ci j'essaierai de me forcer à ne pas le voir. Sisu, de l'or et du sang, de John-Marie Ellender, avec Jorma Tomila, Ascalini et Jack Doolan. C'est l'histoire d'un héros de guerre qui décide, alors ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui va décider de se retirer et d'aller vivre plus ou moins en ermite, où il va se faire chercheur d'or, et donc on va le voir essayer de trouver des pépites d'or. Il va tomber sur le gros lot, et sauf que comme il est à des centaines de kilomètres de la banque la plus proche, il va devoir se trimballer ses lingots d'or avec lui sur son cheval pour aller jusqu'à la banque, sauf que sur le chemin, il va rencontrer des nazis qui passent par la Finlande pour aller jusqu'en Norvège. Ça se passe en Laponie, dans le nord de la Finlande. Et donc à partir de là, ça va dégénérer, ça va être un beau carnage. Alors ce film, c'est donc par les créateurs de John Wick, donc on voit la patte du mec demi-dieu qui ne meurt jamais et qui va tuer des centaines de mecs. D'ailleurs, dans l'histoire, ils disent qu'il aurait tué plus de 300 Russes. Et donc là, avec les nazis, ça va être plus ou moins la même. Il va défoncer tout le monde. Honnêtement, en fait, au début, j'aurais mis une note vraiment plus basse, parce que, vraiment, l'histoire, déjà, elle est pourrie, il y a vraiment zéro histoire. Et puis, le truc, c'est qu'il y en a marre aussi des films où les mecs, ils se prennent... où il y a 10 000 balles et tout ça, les mecs se prennent pas de balles, ou alors ils s'en prennent, mais ça va, c'est pas trop grave et tout. Parce que voilà, ce truc-là, c'était les films d'action des années 90, où les héros ne se prenaient jamais de balles, étaient invincibles. Et là, c'est puissance 1000. Alors, en fait, quand on voit le film en entier, jusqu'à la fin, on comprend clairement que c'est presque un troll en fait, et ça va même plus loin que John Wick, c'est-à-dire que là, je vais aller dans les spoils, mais le mec, il se fait tirer dessus par des mitraillettes de char avec des balles longues de 20 cm, il a juste un mec derrière lui pour le protéger, mais genre ça le touche jamais. À un moment donné, il se prend plusieurs balles, le bras, la jambe, le pied et tout ça, mais bon, il se recoue ça à la va-vite et tout va bien. Il est en apnée pendant 1000 ans, le gars c'est un recordman d'apnée, il arrive à respirer dans les poumons d'un mec auquel il tranche la gorge. Ah oui, il passe une nuit entière pendu quand même, et le mec ne meurt pas. Oui, il y a aussi la scène où il se met carrément le feu, quoi, et le mec n'a aucune séquelle. Il y a des choses qui sont énormes, et puis la fin, l'apothéose, quand l'avion se crache, et là, c'est là vraiment qu'on découvre effectivement le troll du film, comme quoi effectivement il est invincible. C'est que là, sur le coup, c'est pas un simple crash d'avion, c'est que l'avion, dans son intégralité, est désintégré, c'est-à-dire que quand il se crache au sol, il se crache à la verticale, et il y a même plus une partie de l'avion qui est encore intacte. Quand tu vois l'impact, il y a vraiment plus d'avion. Et bien sûr, à la fin, on voit le mec se relever, sortir de la boue, donc bon voilà, là c'est vraiment le troll. Donc alors, je mets quand même un peu plus dans le sens où, mine de rien, visuellement, ça reste intéressant à voir, c'est quand même beau, les paysages de Finlande, là, sont quand même magnifiques, même s'ils sont très, très déserts, très désolés, mais ça reste beau.
les plans, les acteurs, ils ont des belles gueules, gens défoncés. Enfin vraiment voilà, c'est les plans, c'est très lent, mais bon ça fait un peu l'esprit Far West. Le film est quand même bien fait. La violence aussi, il y a un bon côté violent qui est réjouissant. Mais voilà, faut vraiment poser son cerveau et se dire, voilà, comme le dit la légende dans le film, comme quoi il serait invincible et qu'il refuserait de mourir. Bon bah là dans le film on le voit, c'est avec tout ce qui lui arrive. Mais donc voilà, ce film c'est vraiment se dire, regardez la légende d'un mec immortel, quoi. Donc voilà, ceux qui ont envie de voir un film où il y a de l'action, du sang, des trucs qui sont déchiquetés, un mec invincible qui bute tout le monde, bah allez-y, ce film est fait pour vous. Si par contre vous êtes un peu trop attaché à la réalité, surtout n'allez pas voir ce film. Asteroid City de Wes Anderson, avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson et Tom Hanks, entre autres. Ça raconte l'histoire de plusieurs personnes qui vont se retrouver au même endroit, au même moment, dans une petite ville qui s'appelle Asteroid City, proche des montagnes et des Rocheuses, dans le désert américain. Et donc là, on va suivre à chaque fois les petits moments de vie donc, de chaque personnage. Au-delà de ça, il y a une commémoration chaque année qui est faite par rapport au cratère de météorite qui atterrit sur cette ville. Et aussi, plusieurs personnes vont là parce qu'il y a des prix scientifiques qui sont remis à des enfants. Et bien sûr, encore au-delà de ça, il va avoir une histoire d'extraterrestres, où à un moment donné, un vaisseau spatial extraterrestre va arriver au-dessus du cratère pendant qu'ils font leur truc. Et donc voilà, ils vont tous assister à ça. Alors en soi, c'est quand même un peu dur de résumer le film, parce que, comme bien souvent dans les films de Wes Anderson, l'histoire, elle est quand même très secondaire et anecdotique, et c'est assez difficile à décrire. En soi, le problème avec Wes Anderson, c'est que ces films, ils sont exceptionnels sur la forme, c'est-à-dire que, enfin voilà, vraiment, même si vous n'êtes pas cinéphile, vous pouvez reconnaître très facilement un film de Wes Anderson à sa façon de filmer, de cadrer, de faire parler les personnages, etc. Et donc là, voilà, tout est minutieux. Le décor est très beau, les costumes aussi, les cadres sont parfaits, tout est très symétrique. La façon la mise en scène, comment les personnages se placent dans le décor et tout ça, enfin vraiment, voilà, tout est beau, tout est parfait, les couleurs sont belles. Et il y a aussi le fait que dans ce film, il joue sur une espèce de mise en abîme, où en fait, le film qu'on voit, c'est fait comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'au début, c'est filmé en noir et blanc, et donc il y a un mec qui nous présente le film, en présentant celui qui écrit le film. T'as la personne qui présente la pièce et qui présente le dramaturge, et après on voit quelques scènes avec le dramaturge qui fait quelques scènes, et après on voit l'histoire de ce que le dramaturge a écrit. Donc enfin voilà, il y a beaucoup de mise en abîme, mais voilà, tout est exceptionnellement fait, enfin vraiment, il y a rien à dire sur la forme. Mais sur le fond, si l'histoire était vraiment très intéressante et impactante, ces films seraient des chefs-d'œuvre. Le problème, c'est que, ouais, ça, pour moi, il s'arrête que sur la forme. Donc, ouais, c'est dommage, parce qu'il y a de quoi faire, tout le cadre est bien. Alors, les acteurs aussi, ils se fait plaisir, parce que quasiment tous les acteurs sont des acteurs connus, même s'ils ont des rôles où ils ont genre 3 répliques dans le film. Mais voilà, c'est toujours marrant de voir à chaque fois plein d'acteurs connus dedans, mais le problème, ouais, c'est que... Donc là, le film, il est divisé en 3 actes, et autant le premier acte, j'ai trouvé vraiment cool, intéressant, tout ça, mais déjà, à partir de l'acte 2, j'ai commencé à m'ennuyer, quoi, et à trouver des scènes un peu longues et inintéressantes. Donc, et même la scène 3, qui est censée être un peu la scène finale, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est ça qui est dommage, c'est que le film est très beau et très bien fait. Les dialogues aussi, les dialogues sont très intéressants, ils sont vraiment cool. Il y a tout qui va bien, mais c'est l'histoire qui cimente ça qui est jamais ouf dans ce genre de film, quoi. On se perd et on s'ennuie un peu. Ceux qui aiment Wes Anderson, allez-y. Ça reste quand même un film assez sympa à voir. Mais voilà, malheureusement, on peut mieux faire. Rheingold de Fatih Akin avec Emilio Sacraia, Mona Pirzad et Hussein El-Iraqi. C'est l'histoire d'un homme qui est kurdo-iranien et dont les parents ont fui le pays parce qu'ils étaient persécutés, qui va grandir en Allemagne, qui va être criminel, dealer de drogue, etc. Et qui va en fait avoir une folle ascension et qui va devenir une star allemande dans le domaine du rap. En fait, le film, la grosse partie du début, ça se concentre donc sur son enfance avec l'histoire de ses parents, sur comment il arrive d'abord en France, puis en Allemagne et tout ça, comment il grandit dans les quartiers. Donc c'est un côté qui est beaucoup plus sérieux, codifié dans le genre drame et tout ça. Mais en fait, il y a au moment où il grandit, où il augmente certains échelons, et ben en fait, le film, je trouve qu'il balance presque dans le comique. Alors c'est pas de la comédie, mais en tout cas, il y a beaucoup de scènes, je trouve, qui font sourire. Alors bien sûr, les scènes qui se passent, ça reste un criminel, ça reste des braquages et tout ça, mais je trouve que l'angle que prend le film est presque comique à certains moments. Donc c'est marrant parce qu'on est habitué, pendant le film dure plus de 2 heures,
On est habitué pendant la première heure à quelque chose d'assez tragique et vraiment on rigole pas. À un moment donné où ça se relâche un peu, ça se détend et j'ai bien aimé ce changement-là. Après c'est aussi connaître l'histoire donc parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc connaître l'histoire de ce jeune iranien qui au final va réussir à se faire une place dans la musique. Alors la façon dont il le fait, vous verrez si vous voyez le film, mais elle est assez originale. Par contre, oui, il y a un truc dans le film que j'ai pas compris, où, parce qu'en fait, il y a toute une histoire où à un moment donné, il va vouloir voler de l'or, et en fait, je sais plus combien il vole de kilos d'or, apparemment n'aurait jamais été retrouvé, parce que... Alors je dis pas trop ce qui va se passer pendant le film, ce qui va lui arriver, etc., mais je comprends pas parce que moi, dans le film, à un moment donné, il y a une histoire d'argent qui doit, etc. Et il m'avait semblé croire qu'il avait utilisé l'argent de l'or pour rembourser des dettes. Et comme il utilise vachement sur la fin ce mystère de l'or, de où est passé l'or, et apparemment dans la réalité, justement, dans les interviews, t'as un présentateur qui demande où est passé l'or, ou bien sûr, lui, il dit rien. Mais enfin moi, de ce qu'on voit dans le film, j'ai l'impression qu'il a déjà utilisé cet or. Donc voilà, il y a juste un moment dans le film que j'ai pas compris par rapport à ça. Sinon voilà, c'est un détail du film, vraiment il est intéressant. Les musiques sont cool aussi, surtout à la fin, les musiques de rap, je trouve qu'elles sont vraiment top dans le film. Et le personnage aussi, l'acteur, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il a vraiment des airs de Colin Farrell. Et ouais, j'ai bien aimé. Alors par contre, un petit peu long, mine de rien, dans la deuxième partie du film justement. Mais voilà, sinon ça reste un film intéressant à voir. Élémentaire de Peterson, avec les voix françaises de Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste notamment. Ça raconte l'histoire d'une ville qui s'appelle Element City, je crois, où plusieurs éléments cohabitent, comme l'air, la terre et l'eau. Et d'un côté, on voit que ceux qui sont constitués de feu habitaient dans une autre terre, et parmi eux, il y a une famille qui va décider d'immigrer dans cette ville, qui vont être un peu à l'écart au départ, et qui vont se créer une sorte de petite boutique qui va grossir, et ça va former un quartier, en fait, un quartier de banlieue de la ville Element City, où c'est les gens de feu, principalement, qui vont y vivre. Et donc l'histoire va se concentrer sur une fille qui veut faire la fierté de son père en reprenant sa boutique une fois qu'il sera à la retraite, sauf que bien sûr ça va mal se passer. Elle va faire la rencontre inopinée d'un aquatique qui est contrôleur qui va contrôler sa boutique et qui va trouver que rien ne va. De là va se créer une complicité et avec les enjeux de la compatibilité, l'incompatibilité, etc. Le film est sympa, déjà visuellement il est très beau, c'est original, il y a plein d'idées à jouer justement sur les éléments, que ce soit l'air, bon la terre on la voit pas trop, mais donc surtout l'eau et le feu qui sont bien sûr les deux personnages principaux. Donc là-dessus c'est vraiment cool. Les personnages aussi sont bien écrits, ils sont bien faits. D'ailleurs le personnage de l'aquatique, enfin vraiment fallait trouver un personnage comme ça, enfin c'est assez original, c'était bien drôle. Après les enjeux du film ne sont pas non plus exceptionnels, mais bon ça reste la grandeur des personnages, donc enfin voilà, c'est pas chercher non plus des histoires exceptionnelles, mais du coup ça fonctionne. Leur amitié qui grandit, leur amour et tout ça aussi, c'est pas mal fait, avec le fait qu'ils soient eau et feu, donc ça soit pas compatible, a priori justement là aussi c'est pas mal fait. Il y a plein de scènes qui sont assez drôles. Donc ouais, après, alors peut-être que du coup, moi maintenant je suis moins fan des films d'animation, et ça me touche moins, donc peut-être j'ai pas assez de recul pour me rendre compte si par exemple Pixar faisait des meilleurs dessins animés avant, ou alors si c'est la même qualité. Mais bon, moi oui, à titre personnel, les anciens Pixar de mon enfance, je les ai adorés, et je ne retrouve pas la même magie on va dire, mais peut-être parce que justement cette magie-là est partie avec l'âge adulte. Mais en tout cas voilà, ça reste quand même un beau film, je conseille de le voir en famille, avec les enfants, et puis même quand même en adulte, comme moi j'ai fait. Carmen, de Benjamin Millepied, avec Paul Mescal, Melissa Barrera et Rosy De Palma. C'est l'histoire d'une jeune Mexicaine qui va tenter de traverser la frontière américo-mexicaine pour aller vivre aux États-Unis, suite à la mort de sa mère. D'un autre côté, nous avons un jeune militaire qui a fait plusieurs fois l'Afghanistan, qui se retrouve donc à rentrer chez lui, et qui ne sait pas trop quoi faire en gros de sa vie, et en fait on va lui proposer un petit job de patrouille aux frontières, contre justement les immigrants illégaux. Et donc forcément, ces deux personnages vont se rencontrer un soir de patrouille, ça va mal se passer, ils vont s'enfuir tous les deux, et de là va se dérouler une histoire d'amour. Alors c'est un excellent film, alors c'est une histoire d'amour, mais différente de ce qu'on peut voir dans le cinéma. Enfin, il y a pas vraiment de démonstration d'amour et tout ça, il y a peu de dialogue entre les deux. C'est plus basé en fait sur le côté fugitif en fait des deux personnes, parce que donc dans le film les deux seront fugitifs. Et bien sûr, surtout c'est un film qui est extrêmement centré sur le chant, la danse, la musique, qui est extrêmement important dans le film. Je pense que à 70, voire peut-être même à 80% du film se fait grâce à la musique, à la bande son qui est géniale. Elle donne une atmosphère
presque irréel, mais qui est onirique un peu. Vraiment, ouais, magnifique. Les paysages aussi sont somptueux dans le désert américain. Et les acteurs jouent aussi très bien leur rôle. Mais enfin voilà, c'est vraiment grâce à toute cette atmosphère qu'il y a autour qui est vraiment géniale. Il y a un moment donné, il y a 2 scènes qui ne sont pas vraiment réelles, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, vous allez pas voir ça. C'est des scènes justement de danse où logiquement les gens ne devraient pas danser. Et d'ailleurs, ces 2 scènes m'ont fait penser à un de mes films préférés l'année dernière, le film Rebelle, où il y avait, alors justement c'était pas de la comédie musicale, mais il y avait des moments où ça chantait ou rappait avec de la musique dans une scène improbable, mais juste excellent. Et là dedans, il y a 2 scènes qui sont comme ça, dont une des dernières scènes du film fait partie de mes scènes de combat, de boxe préférées au cinéma. Mais elle est juste sublime avec le speaker là qui présente et en fait qui rappe pendant le combat avec une voix incroyable et les gens, les spectateurs qui sont autour, qui sont en fait des danseurs et qui font une chorégraphie, elle est juste magnifique, cette scène est splendide. Donc ouais, enfin je conseille de voir ce film, c'est un très beau film qui change, voilà, encore une fois, avec toute la merde qu'on reçoit malheureusement au cinéma, dans les films qui sont toujours pareils, bah voilà, là si vous voulez ressentir des choses, avoir des émotions, des choses au niveau visuel, mais aussi au niveau auditif, et sur la mise en scène, enfin vraiment ouais, je vous conseille ce film. Les petits bémols, c'est peut-être la durée du film qui est un petit peu longue, il y a une petite lenteur qui se crée dans le film, mais sinon, enfin voilà, il est vraiment superbe à voir.